responsabilité de Casablanca. Aujourd'hui, au niveau de l'Union constitutionnelle, c'est la deuxième édition que nous organisons pour débattre de problématiques qui concernent. La première édition a concerné les problématiques des libertés individuelles avec un panel d'intervenants de très grande qualité, et nous avons osé aborder quelques sujets qui pouvaient être considérés comme tabous, mais nous pensons que dans notre société, il existe un certain nombre de problématiques qu'il faut avoir le courage d'affronter. La deuxième édition, aujourd'hui, concerne les politiques sectorielles, les différentes politiques sectorielles et leur implication dans le développement régional. Aujourd'hui, au Maroc, nous avons toujours eu un levier de croissance pour toute la région du Nord, avec des effets incroyables sur le développement de cette région. Nous avons, en termes d'infrastructures aussi, mené un certain nombre de projets depuis 2008. Et aussi pour dessiner les contours des grands chantiers à venir dans un paysage renforcé par le contexte de la régionalisation avancée. En effet, si les 9 premières années de mise en œuvre du plan Maroc Vert, et ça fait déjà 9 ans, que l'on peut assimiler à la première phase du plan, ont permis de créer un environnement porteur pour la transformation du paysage agricole. Nous sommes maintenant entrés dans la deuxième phase, celle de la valorisation et de l'accélération, pour laquelle l'esprit de la Constitution et celui de la régionalisation avancée offrent un cadre favorable. Cette deuxième phase doit valoriser les acquis, étendre les champs d'action du plan Maroc Vert et donner une force nouvelle à ses principes fondateurs. La principale ligne directrice est sans doute celle d'un partenariat de l'État et des acteurs de l'agriculture. Cette association entre pleinement dans l'esprit de la Constitution et celui de la régionalisation avancée. Mais il n'est soutenable à long terme que si ces implications sont bien comprises par les élus, l'opinion publique, l'indispensable mobilisation participative des acteurs de l'agriculture n'est possible que c'est soutenu par toutes les forces vives de la nation, d'où encore une fois l'importance de cette table ronde. Je voudrais rappeler que 3 points fondamentaux qui non seulement constituent la base stratégique du plan Maroc Vert, mais aussi surtout constituent des véritables ruptures avec le passé. En premier lieu, le plan s'est fondé sur la nécessité de construire un nouvel ordre agraire. En effet, l'agriculture a longuement été marquée par un profond dualisme qui, depuis le temps du protectorat, oppose une agriculture moderne à une agriculture familiale. Longtemps dite traditionnelle, ce modèle a contribué à une vision appauvrie du développement de l'agriculture, inhibant à largement un potentiel d'innovation fondé sur la richesse et de la diversité, sur la mobilisation des acteurs et sur l'adaptation aux opportunités du marché. Il a ainsi marginalisé la petite exploitation agricole. Le plan Maroc Vert, fondé sur le principe d'une agriculture pour tous, s'est inscrit en rupture totale avec ce modèle d'intervention qui a dominé l'agriculture nationale depuis des décennies. La distinction de 2 piliers, le pilier 1 et le pilier 2, du plan Maroc Vert était nécessaire pour mobiliser les agriculteurs participant au départ des systèmes de production très différents. La finalité de la stratégie était justement d'effacer progressivement les lignes de clivage du dualisme. La petite agriculture familiale est en train d'évoluer. Pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a aucune goutte consommée dans le territoire de la région qui n'est pas jetée à la mer. Aucune goutte d'eau n'est valorisée aujourd'hui, ou presque, sauf quelques exemples pour des golfs. Le gros de l'assainissement est jeté à la mer.
Donc nos ressources hydriques, elles ne sont pas bien mobilisées, elles ne sont pas valorisées, et il faut absolument le faire. Quand on sait qu'on va manquer d'eau, il faut qu'on mobilise le maximum pour l'eau potable et l'industrie pour que libérer de la ressource hydrique pour l'agriculture. Parce que si on ne modernise pas plus notre agriculture dans ces provinces, les chiffres qui ont été rappelés tout à l'heure et ils ne peuvent pas aller plus loin. Et on ne pourra pas prétendre à un aval agro-industriel. Et par conséquent, on ne pourra pas prétendre à créer des emplois importants autour de ce secteur. Et évidemment, si tout ça ne suffit pas, on a la chance d'être sur un littoral et il ne faut pas hésiter à commencer à envisager dès maintenant le dessalement de l'eau. On a au moins cette chance d'avoir 235 km de littoral et par conséquent nous avons aussi cette possibilité. Et les considérations économiques se traitent quand on a une vision globale et quand on a une vision sur le long terme et ce sujet devient accessible du point de vue économique, il l'est déjà du point de vue technique. Monsieur le ministre a dit aussi autre chose, il a presque tout dit. Et donc je voudrais aussi revenir dessus parce que c'est aussi ça la réalité de l'agriculture et c'est aussi comme ça qu'il faut l'approcher. On ne peut pas parler d'agriculture sans parler de la problématique du monde rural. Quelles sont les implications de la régionalisation avancée sur les rapports fonctionnels entre les stratégies sectorielles, les horizontalités? Pourquoi et comment territorialiser le développement agricole et rural? La troisième question, et bien sûr, vous l'êtes posée, le dispositif du plan Maroc Vert va-t-il à la rencontre des propositions cardinales de la régionalisation avancée? Et enfin, la quatrième question, quelles sont les adaptations éventuelles qui sont nécessaires? Je voudrais d'abord souligner qu'un développement régional intégré et durable implique un territoire et des acteurs. Son essence est de créer, mais aussi et surtout de maintenir un processus de mise en cohérence dynamique pour valoriser les ressources du territoire et pour impliquer les acteurs, leurs organisations et leurs institutions de gouvernance. Mais cette mise en cohérence est complexe, car il lui faut prendre en compte, à mon avis, trois grands modes de territorialisation. Bien sûr, selon les ressources du territoire et donc selon leur potentialité. Deuxièmement, selon les logiques des